Le Sénégal est bientôt producteur du pétrole et du gaz. Et sur cette affaire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore sues, qui ne sont pas comprises par les Sénégalais. Et c'est donc pourquoi nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Idrissa Bodian. Idrissa Bodian, c'est un ingénieur géologue, géophysicien de formation qui est expert pétrolier et actuellement consultant en hydrocarbures, qui a 30 ans d'expérience dans le management des opérations pétrolières au ministère chargé de l'énergie. Idrissa Bodian, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour. Alors, je vous le disais tantôt, il y a beaucoup de choses que les Sénégalais veulent comprendre dans les activités pétrolières au Sénégal. Parmi les obligations que l'État du Sénégal assigne aux compagnies pétrolières, il y a l'obligation de formation des cadres et des techniciens sénégalais. Est-ce que ces compagnies pétrolières assurent cet aspect? Je vous remercie de l'honneur que vous faites sur en venant m'interviewer pour me poser des questions qui intéressent les Sénégalais, surtout cette découverte du pétrole et du gaz, qui quand même peut apporter beaucoup de choses et relever beaucoup de défis au niveau de notre pays. Bon, pour la question que vous posez, c'est surtout la formation. Bon, c'est vrai, les compagnies pétrolières ne forment pas, mais facilitent les Sénégalais par exemple, à l'accès de l'emploi pour accéder, pour pouvoir travailler au niveau des compagnies pétrolières. Et pour cela, les compagnies pétrolières mettent en place des moyens, surtout financiers, pour pouvoir, par exemple, former des Sénégalais. Et ça, c'est des dispositions qui sont contenues dans le code pétrolier et reprises au niveau des contrats. Les contrats pétroliers qui sont signés entre l'État du Sénégal et les compagnies pétrolières. Les contrats pétroliers ou bien les permis d'exploitation? Non. Vous savez que, par exemple, la compagnie pétrolière, quand elle signe le contrat avec l'État du Sénégal, le contrat couvre les périodes de recherche et les périodes d'exploitation en cas de découverte. Donc, c'est un contrat qui couvre, par exemple, toute la chaîne de valeur des hydrocarbures. Donc, dès la signature du contrat, puisque c'est écrit dans le contrat, la compagnie pétrolière doit quand même faciliter la formation du personnel sénégalais par l'octroi des budgets de formation. Et jusqu'à présent, les compagnies pétrolières quand même respectent cette obligation. Bon, comment ça se passe? La formation, c'est des bourses qui sont octroyées à des cadres sénégalais qui sont formés à l'étranger dans des universités, ou bien c'est sur place des experts des compagnies qui forment les Sénégalais? Bon, la pratique actuelle est que la compagnie pétrolière alloue un budget à Petrosen. Et maintenant, Petrosen utilise le budget pour la formation d'abord du personnel du ministère chargé des hydrocarbures et bien entendu de son personnel. Et la formation peut se faire soit ici au Sénégal et le plus souvent soit par exemple à l'étranger. Mais bien entendu, indépendamment du budget que la compagnie pétrolière alloue à l'État du Sénégal de manière générale, et spécifiquement à travers Petrosen, bien entendu, la compagnie pétrolière peut, disons, former les Sénégalais en faisant appel des experts, les Syriens pour venir former des Sénégalais ici au Sénégal. Mais ça, c'est très rare. Le plus souvent, le mécanisme qui est opté, c'est d'allouer des budgets de formation à l'État du Sénégal à travers Petrosen pour la formation du personnel. Alors, Idrissa Bodian, avons-nous une idée de ce budget-là qui est alloué à l'État du Sénégal à travers Petrosen pour la formation? Mais c'est un budget annuel. De combien? Et ce budget-là, ça varie entre 150 000 et 200 000 et ça dépend des négociations. 150
entre 150 et 200 000 dollars par an. Et des fois, ça peut aller au-delà. Mais ça, c'est en période de recherche. En période d'exploitation, ben, ça peut aller au-delà. Et tout dépend, par exemple, bon, des négociations. Il n'y a pas un budget là, un montant qui est figé. Pour chaque compagnie, c'est différent. Ça peut varier d'une compagnie à une autre. Ça peut varier, par exemple, bon, d'un bloc à un autre. Tout dépend des négociations. Vous savez que, par exemple, bon, quand l'État du Sénégal négocie avec la compagnie pétrolière pour ce volet formation, et puisque c'est écrit que la compagnie doit allouer un budget à l'État du Sénégal à travers Petrosen pour la formation, mais non, les deux parties négocient pour arrêter au montant. Et c'est ce montant-là qui est maintenant octroyé à Petrosen annuellement. Alors, pendant la phase de recherche. Et maintenant, pendant la phase d'exploitation, là aussi le budget est fixé. Et la compagnie, là, quand même, jusqu'à présent, toutes les compagnies pétrolières qui opèrent au Sénégal et qui ont pris l'engagement d'allouer annuellement un budget pour la formation respectent cet engagement. Alors, est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de cadres sénégalais formés? Et ensuite, à quel poste sont-ils formés? Bon, prenons, moi qui vous parle, j'ai bénéficié de ce budget de formation-là. Bon, je m'étais formé un peu partout. Bon, je ne peux pas dire que bon, j'étais formé à tel endroit, en France, aux États-Unis, un peu partout. Ensuite, je m'étais formé d'abord sur les aspects techniques de l'exploration-production. Ensuite, sur des aspects économiques, l'exploration-production, et sur des aspects juridiques, contractuels et fiscaux. Au niveau de Petrosen, presque tous les ingénieurs qui sont là-bas, quand même bénéficient de ce budget pour la formation. La formation peut se faire à deux niveaux. Soit vous allez vous inscrire dans un institut européen ou bien américain pour vous former dans un domaine donné, soit quand une compagnie pétrolière réalise des travaux d'exploration-production, Petrosen ou le ministère pour envoyer un agent sur place pour, disons, le transfert de compétences. Non seulement pour la supervision et le contrôle de ce que fait la compagnie pétrolière, mais aussi essayer d'acquérir de l'expérience des experts qui sont venus pour réaliser ces travaux. Donc voilà comment ça se passe. Alors, Idrissa Bodian, je rappelle que vous êtes ingénieur, géologue, géophysicien de formation, expert pétrolier, actuellement consultant en hydrocarbures qui a une expérience de 30 ans dans le management des opérations pétrolières au ministère des hydrocarbures du Sénégal. Alors, est-ce qu'il y a des compagnies, disons, qui ne respectent pas cette obligation-là, peut-être pour maintes raisons, à ce jour? Bon, vous savez, dès la signature du contrat, il y a des obligations contractuelles que la compagnie pétrolière est tenue de respecter. Au niveau de l'administration, au niveau du ministère chargé des hydrocarbures, au niveau de Petrosen, qui est une entité du contracteur, qui est aussi un partenaire de la compagnie pétrolière, tout le monde suit si la compagnie pétrolière respecte ses engagements ou pas. Parce que tous ces engagements ces obligations figurent dans le contrat pétrolier. Lequel contrat pétrolier est issu du code pétrolier. Parce que d'abord c'est la base juridique. Bon, maintenant prenons un exemple. Pour l'allocation du budget pour la formation, c'est annuel. Donc le ministère ou Petrosen, à la fin de l'année, essaie de voir si la compagnie a versé le montant qu'elle devrait verser. Mais si ce montant n'est pas versé, c'est déjà une violation. Ensuite, au moment de la signature du contrat, il y a un engagement de réaliser un certain nombre de travaux.
Et cet engagement-là, bon, concerne une période donnée, parce que pour la période là, bon, de recherche, il y a 3 périodes. La période initiale, le premier renouvellement, le deuxième renouvellement. À la fin de chaque période, on regarde par rapport aux engagements là, bon, pris, tant techniques, administratifs que financiers. C'est la compagnie là, bon, à respecter ses engagements. Et si la compagnie a respecté ses engagements, ça lui permet par exemple, bon, d'aller au premier renouvellement. Dans le cas contraire, le gouvernement là, bon, peut ne pas renouveler son contrat. Ensuite, maintenant, si elle respecte ses engagements pendant la période initiale, elle va au premier renouvellement, ainsi de suite là, bon, pour aller jusqu'au... Maintenant, il y a des sanctions qui vont jusqu'au retrait du contrat en cas de non-respect des obligations tant techniques que financières. Et des exemples là, bon, ont eu lieu, hein, bon, par le passé. Bon, quand j'étais aux affaires, ça fait très longtemps, on a eu à retirer des contrats, à annuler des contrats, parce que la compagnie pétrolière n'a pas quand même respecté ses engagements. Et même récemment, on a eu à ne pas renouveler les contrats pour permettre à la compagnie pétrolière d'aller au premier renouvellement ou bien au second renouvellement, parce que pendant la période précédente, la compagnie n'a pas respecté ses engagements. Les personnes, enfin les cadres sénégalais qui sont formés là, c'est quoi leur profil à la base, qui sont formés par les compagnies? Bon, au départ, actuellement, jusqu'à présent, là, c'est des géologues. C'est des géologues, des géophysiciens. Donc c'est une sorte de spécialisation? Voilà, des géologues, des géophysiciens là, formés d'abord ici au Sénégal. À l'université Labonché Anta Diop. Bon, vous avez à l'Institut des sciences de la Terre ou bien au département de géologie, les Sénégalais qui sont formés et qui travaillent actuellement là-bas au niveau du ministère, au niveau de Petrosen. Ensuite, il y a des géologues et des géophysiciens là-bas formés à l'étranger, un peu partout là-bas, au Maroc, en Algérie, en France, là-bas, en Russie, et qui travaillent là-bas, soit au ministère là-bas, soit à Petrosen là-bas, et qui s'occupent là-bas de ce secteur. Idrissa Bodian, est-ce que les femmes s'intéressent à ces expertises-là au Sénégal? Est-ce qu'elles se font former? Ah oui. Les compagnies pétrolières ont déjà formé des femmes dans le cadre de... Non, l'État. Oui. L'État. Okay. Parce que la compagnie, comme je vous l'ai dit, hein, la compagnie ne forme pas. La compagnie, par exemple, bon, est employeur, la compagnie pétrolière, là, par exemple, bon, est demandeur de ce personnel-là, bon, formé. C'est l'État qui forme. Or, au niveau de l'IST, vous allez vous trouver là-bas des femmes, vous trouvez là-bas des garçons. Au niveau du département de géologie, la même chose. Actuellement, là-bas, au niveau de Petrosen, je ne peux pas vous donner la proportion hommes-femmes, mais vous trouverez plein de jeunes filles, de femmes qui travaillent à Petrosen, d'hommes qui travaillent à Petrosen. Et sur le terrain, les hommes y vont, les femmes là-bas aussi la même chose, parce qu'actuellement là-bas, en notre temps, c'est rare de trouver une femme là-bas à bord d'un bateau sismique ou bien à bord d'une plateforme de forage, mais actuellement là-bas, les femmes là-bas vont à bord des plateformes et puis les bateaux sismiques là-bas pour le suivi et le contrôle là-bas de ce que fait la société pétrolière. Alors, il semblerait que depuis que le Sénégal a commencé les explorations pétrolières, il y a plusieurs centaines de compagnies qui seraient passées au Sénégal. Est-ce que c'est une information que vous confirmez? Alors, depuis que le Sénégal a commencé la recherche, ça date de très longtemps, hein, depuis 1952, les années 52. Alors donc, le nombre de compagnies là-bas qui sont succédées, bon, ça, évidemment, peut-être une centaine là-bas, c'est un peu exagéré, mais il y a eu beaucoup de compagnies là-bas pétrolières qui sont succédées, compagnies aussi bien européennes qu'américaines. Dans les contrats pétroliers, pétro-gaziers, peut-être,
Alors, quand on dit que le Sénégal a 10%, les Sénégalais ne comprennent pas. Ils pensent que c'est vraiment minime par rapport à ce que la compagnie gagne. Est-ce que vous pouvez expliquer le mécanisme? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui fait que c'est 10% qu'on donne à l'État du Sénégal? Comme je vous ai expliqué, il y a deux phases. Il y a la phase exploration, c'est-à-dire que recherche, qui peut aboutir à une découverte de pétrole. Ensuite, il y a la phase exploitation. Une fois un gisement d'hydrocarbures est mis en évidence, maintenant on passe à la phase exploitation. Pendant la phase de recherche, c'est la phase la plus risquée. On peut découvrir comme on peut ne pas découvrir, après avoir investi beaucoup d'argent. Et pendant cette phase-là, puisque Petrosen, qui est une entité qui est là-bas, puisque Petrosen, ou l'État, à travers Petrosen, à 10%, ce qu'on appelle 10% d'intérêt porté. Cela veut dire quoi? Les 10% d'intérêt porté accordés à Petrosen, les parents, lui donnent droit à avoir un droit de regard sur tout ce que fait la compagnie pétrolière. Donc, Petrosen, a quand même un droit de décision, ainsi que la compagnie pétrolière. Je vous donne un exemple banal. Si vous êtes actionnaire dans une société, vous siégez aux membres au conseil d'administration. Donc, toutes les décisions pour la bonne marche de la société se prennent au niveau du conseil d'administration. C'est exactement la même chose. Donc, la compagnie pétrolière Petrosen, ou bien les compagnies pétrolières et Petrosen signent ce qu'on appelle un accord d'association et désigne un opérateur qui est chargé de la conduite des opérations pétrolières au nom des autres. Mais l'opérateur seul ne peut pas prendre une décision sans l'aval des autres, y compris Petrosen. Donc il y a un comité, ce qu'on appelle un comité des opérations, c'est comme le conseil d'administration, qui siège. L'opérateur propose un programme. Alors, donc les entités du contractant, les autres, par exemple, aussi donnent leur avis, y compris Petrosen. Donc il y a le comité aussi technique. Ça, c'est pour des questions techniques. L'opérateur propose un programme. Alors, les membres du CULAMON, les parties prenantes à l'accord d'association, siègent, discutent et prennent de manière collégiale une décision, y compris Petrosen. Ça, c'est pendant la phase exploration. Donc, qui finance la phase exploration? C'est la compagnie pétrolière ou les compagnies pétrolières. Mais Petrosen a l'avantage, par exemple, d'être porté, de ne pas se financer au quote-part au prorata de sa quote-part de 10%. Petrosen a cet avantage, mais c'est un avantage qui est accordé aux États. Et puisque Petrosen, c'est une société d'État, donc Petrosen bénéficie de cet avantage accordé aux États. Donc Petrosen ne participe pas au financement des opérations pétrolières pendant la phase exploration au prorata des 10%. Donc les risques sont à 100% à la compagnie. À la compagnie. Même pour le budget, pour la formation, ça c'est la compagnie qui supporte, ce budget-là ne participe pas à 100%. Bon, évidemment, les gens parlent de 10%. Ça peut être 5%, ça peut être 7%, mais c'est une part symbolique qui est accordée à l'État et qui, par exemple, rétrocède à sa compagnie nationale. Et qui lui donne un droit de regard. Voilà. Maintenant, prenons par exemple la phase exploitation. On dépasse la phase, par exemple, la recherche, on découvre, maintenant on va passer à la phase exploitation. En ce moment-là, la part de Petrosen devient, par exemple, soit 20% ou bien 30% ou 50% comme ailleurs.
Mais au niveau des contrats, Petrosen peut augmenter sa part de participation jusqu'à un maximum de 10%, de 20%. Maintenant, on est en phase d'exploitation, on exploite, et maintenant on va répartir les dividendes. On répartit par exemple les bénéfices. Petrosen aura sa part des bénéfices au prorata des 20% et non les 10%. Au prorata des 20%. L'autre compagnie au prorata de sa part de participation. Et s'il y a 3 compagnies, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la part de qui est la bonne de l'État. Donc vous avez, d'abord, quand on négocie 2 parts, il y a la part de l'État, il y a la part du contractant. Le contractant peut être composé de plusieurs entités, ou bien 2. Prenons un contractant qui est composé de 2 entités. La compagnie pétrolière internationale et Petrosen. Donc, quand on répartit les parts, l'État a sa part, le contractant là-bas a sa part. Et à l'intérieur du contractant, Petrosen a sa part au prorata des 20%. Les 10%, c'est tout simplement en phase de recherche, qui est une phase là-bas trop risquée. Ben, c'est des avantages là-bas accordés aux États qui ont des compagnies pétrolières nationales, comme Petrosen, et puisque l'État a créé une compagnie pétrolière nationale là-bas, qui est son instrument d'application de sa politique, donc Petrosen là-bas bénéficie de cet avantage là-bas que la compagnie peut accorder au pays. C'est bien noté pour cette question. Alors, Idrissa Bodian, il y a un contrat qui a fait beaucoup de bruit dans le pays. On a parlé du contrat de Petro-Tim, qui serait très désavantageux par rapport à l'État du Sénégal. Mais moi, j'ai vu un document qui prouve le contraire, qui montre que l'État aurait 35% pour la phase de recherche et qu'à la phase de production, ça pourrait aller à 45%. Alors, tandis que les autres, les majors d'ailleurs, donnent que 10% à l'État du Sénégal. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer par rapport à cette question-là. Bon, il y a plusieurs aspects qu'il faut regarder pour apprécier si un contrat là-bas est avantageux à l'État ou pas. D'abord, la phase obligation là-bas technique. La compagnie souscrit au départ des travaux. Ensuite, est-ce que ces travaux là-bas sont réalisés? Est-ce que la compagnie, sur la phase la technique, là, par exemple, respecte ses obligations? Je dirais que oui. Mais le contrat là-bas, au départ, a été signé par une compagnie. Cette compagnie-là cède partiellement ses parts à une autre compagnie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans ce contrat là-bas, où il y a Petro-Tim, regardons par exemple l'opérateur là-bas, qui est chargé de la conduite des opérations pétrolières, qui est Cosmos. Aujourd'hui, c'est BP. Parce que dans ce contrat-là, il y a Petro-Tim, BP. Jusqu'à présent, là-bas, les engagements là-bas, techniques là-bas sont respectés. La preuve en est qu'il y a une découverte. Bon, maintenant, au niveau d'autres obligations, telles que l'allocation là-bas du budget pour la formation, Petrosen là-bas reçoit annuellement là-bas de BP. Tout est respecté. Ensuite, maintenant, venons à la part de l'État dans le partage de la rente. Vous avez bien dit 35. Ça varie. C'est suivant les tranches de production. Ça varie de 35 à 45. Vous prenez les autres contrats, ça peut varier de 26 à peut-être 50. Ou bien de 15 à peut-être 50. Ben, je ne vois pas, par exemple, en quoi le contrat, par exemple, dont on parle là, est désavantageux pour l'État par rapport aux autres. Parce que, pour apprécier si le contrat là-bas est avantageux pour l'État ou n'est pas avantageux, il faut faire une simulation là-bas économique pour voir
globalement, combien l'État va gagner là-dedans? Si cette simulation-là économique n'est pas faite, ben c'est difficile. En prenant, mettant par exemple, en considérant beaucoup de paramètres, pour ne pas donner une telle appréciation, mais globalement, je parle au niveau du partage de la rente. Quand même, c'est un contrat qui est bon pour l'État. Maintenant, sur le processus qui a fait couler beaucoup d'encre, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce que moi, en ce moment-là, j'avais quitté, je ne suis pas dans les affaires là, il faut poser la question là au gouvernement. Est-ce que, d'abord, Petrotim a respecté la procédure jusqu'à avoir marché le contrat, ensuite jusqu'à céder partiellement à Cosmos, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça c'est une autre question. Parce que ce dont il est question, c'est peut-être le processus d'octroi, par exemple, du contrat à cette compagnie. Bon, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ce qui est sûr, ce dont je peux me prononcer là-dessus, parce que la finalité de la signature d'un contrat, c'est quoi? C'est pour pouvoir déterminer, par exemple, une rente qui est partagée entre l'État du Sénégal, entre l'État et la compagnie pétrolière, de manière équitable. Est-ce que là, il y a une part qui peut être partagée de manière équitable entre l'État du Sénégal et la compagnie pétrolière? Je dis oui. Donc, comme vous dites, globalement, c'est un bon contrat, mais dans le processus, il se peut qu'il y ait quelques irrégularités. Voilà, c'est ça. Alors, il semble que les dernières découvertes qui sont faites, la compagnie a mis beaucoup de milliards, elle était sur le point de laisser tomber, elle était découragée. Avant qu'on le découvre... Quel bloc? Oui, je crois. Sangomar Offshore. Non. Dans ce bloc, au début, c'est une compagnie américaine qui a conclu un contrat avec l'État du Sénégal. Cette compagnie-là s'appelle Hunt. Évidemment, par la suite, Hunt a cédé totalement ses parts à une compagnie australienne, phare. Maintenant, puisque c'est un offshore profond, les investissements sont lourds. Et le plus souvent, toutes les compagnies pétrolières, c'est rare de voir par exemple une seule compagnie pétrolière qui va seule investir seule jusqu'à la découverte. Les compagnies cherchent toujours à s'associer avec d'autres pour partager les risques. C'est là où le processus de trouver notre partenaire a pris du temps. Quand même, phare a pris du temps pour pouvoir trouver un partenaire. Et quand même, par la suite, il y a eu Capricorn. Ensuite, par la suite, il y a eu Conoco. Et par la suite, il y avait Woodside. Mais d'abord, quand phare a cédé ses parts à Capricorn, qui est Cairn, et à Conoco, ils ont réalisé un forage là-bas en 2014. Et heureusement, ce forage là-bas est positif. C'est ce forage-là qui a abouti à la découverte. Mais entre la signature du contrat et la réalisation du forage, il y a eu un temps. C'est en 2004 que le contrat là-bas a été signé. Bon, imaginez, entre 2004 et 2014, il y a 10 ans qui sont écoulés. C'est à peu près la période normale pour la phase tout simplement la phase d'exploration là-bas, à 3 périodes. Une période initiale, premier renouvellement, deuxième renouvellement. Si vous prenez par exemple la phase initiale, maximum 4 ans, premier renouvellement, maximum 3 ans, ça fait déjà 7. Deuxième renouvellement, maximum 3 ans, ça fait 10. Donc prenez 2004 à 2014, c'est à peu près 10 ans. C'est à peu près une période normale de la phase de recherche. Et heureusement qu'il y a une découverte. Idrissa Bodian,
On nous promet les premiers barils en 2022 ou 2021, je crois. Est-ce qu'il peut y avoir de surprises désagréables? Est-ce qu'on peut avoir du vide, ou bien c'est quoi l'expression pour dire que on n'a plus rien trouvé? Comme en Mauritanie, par exemple, je crois. Ah non, non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Ça dit que la surprise, la désagréable, la bonne dont vous parlez, ben, en phase de recherche, ben, arrive toujours. Hein, bon. Donc, il se peut, au plan international, là, bon, qu'il y ait un grand événement qui peut bloquer le démarrage de l'exploitation, ou bien un autre événement, le prix du baril, là, bon, qui chute jusqu'à un niveau, par exemple, bon, inférieur au coût technique. Ça, c'est dû à la fluctuation des marchés. Exactement. Mais sur le plan technique. Exactement. Sur le plan technique, bon, là, il faut commencer l'exploitation là pour pouvoir. Mais actuellement, là, bon, les études et les travaux pour pouvoir aboutir à l'exploitation, l'arrivée à l'exploitation sont en cours et ça se passe très bien. Maintenant, ce que je veux dire, ce qui peut, par exemple, bon, faire pousser le démarrage de l'exploitation ou bien l'interrompre, c'est ce cas-là. Un événement là, bon, mondial. Ensuite, par exemple, bon, la fluctuation du prix du baril. C'est différent du cas dont vous parlez, par exemple, avec la Mauritanie. Parce qu'au départ, la Mauritanie avait prédit une production là, bon, journalière à près de 70 barils. Bon, malheureusement, quand ils ont commencé l'exploitation, cette production journalière là, bon, a chuté. Parce qu'un gisement là a toujours ses caprices. C'est au moment de l'exploitation même qu'on peut réellement comprendre la bonne exploitation. Parce qu'imaginez-vous, un gisement là, bon, de pétrole là, bon, qui est à des milliers de mètres sous sol. Ensuite, vous avez la colonne d'eau. Ben, vous pouvez mener toutes sortes d'études, mais certainement il y a quelque chose que vous ne pouvez pas, par exemple, bon, maîtriser. Et c'est au moment de l'exploitation que vous pouvez maîtriser, par exemple. Bon, on peut tomber sur du pétrole lourd. Ah non, 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 ça c'est pas. Ça, la phase est dépassée. Non, non, ça c'est déjà dépassé. Ça c'est du pétrole là, bon, très léger. Parce que dès que vous découvrez du pétrole là, bon, vous prenez un échantillon, vous analysez, là, vous pouvez connaître là, bon, ce qu'il y a là-dedans. Mais je vous dis, par exemple, du point de vue géologique, parce que chaque zone là, par exemple, bon, a sa tectonique et là, bon. Donc, du point de vue géologique, là, bon, ça peut poser des là, bon. Mais pour le moment, là, bon, techniquement, là, bon, les choses, là, bon, se passent, là, bon, il y a de l'espoir. Maintenant, attendons maintenant, en 2020, 2021, ainsi de suite, là, bon, comment le prix du baril, là, bon, va se comporter et comment les événements, là, bon, au niveau mondial, là, bon, parce que... On va prier. On va prier, voilà. Bon, merci beaucoup Idrissa Bodian. Je rappelle que vous êtes ingénieur géologue, géophysicien de formation, expert pétrolier et actuellement vous êtes consultant en hydrocarbures. Vous avez une expérience dans le domaine du pétrole de plus de 30 ans, notamment dans le management des opérations pétrolières au ministère chargé des hydrocarbures. CNews vous remercie de lui avoir accordé cet entretien et d'éclairer les Sénégalais sur beaucoup d'aspects qu'on ne comprend pas forcément sur ce secteur qui est nouveau au Sénégal. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.